Bonjour et bienvenue à cette première capsule financière de 2020. Alors, on vous a habitué dans le passé à avoir une capsule financière qui regroupait la revue des marchés et les perspectives. Alors, on fait un petit peu changement. Aujourd'hui, vous allez m'entendre vous parler un petit peu de ce qui s'est passé sur les marchés financiers au cours des derniers mois, dernières semaines. Et d'ici une semaine, on vous fera suivre une deuxième capsule qui fera état du positionnement de nos portefeuilles par rapport à nos perspectives. Alors, sans plus tarder, la revue des marchés. Alors, lorsqu'on regarde 2019 en une photo, on se dit que c'est une année qui a été exceptionnelle. On dit tout un millésime. On voit ici la performance en rouge des actions canadiennes. On parle d'une performance de tout près de 23 %, alors que même les actions mondiales qui regroupent, dans le fond, l'ensemble des places boursières, on parle d'une performance assez similaire, tout près de 22 %. Et en plus, on a également une très bonne performance du marché obligataire. Alors, les obligations, on parle d'une performance ou d'un rendement de tout près de 7 %. Alors, le 7 % étant composé de les intérêts que nous avons reçus et du fait que les taux d'intérêt ayant baissé en 2019, ça a créé une plus-value sur nos obligations. Alors, l'ensemble des deux fait l'équation du 7 %. Alors, de façon isolée, une excellente année. Toutefois, quand on le met en perspective avec ce qu'on a vécu, bien, il y avait un gros morceau du rendement de 2019 qui est un peu du rattrapage. Alors, quand on regarde le sommet que nous avions atteint en 2018, en début d'année, et que donc il y avait une certaine baisse, on est revenu à ce sommet-là. Est arrivée la correction en décembre dernier, en décembre 2018, là, dans le fond, qui avait été de presque 20 % qui a fait descendre les marchés. Et là, ma photo de 2019 commence ici. C'est ce qui explique, dans le fond, que 2019 a été en grosse partie du rattrapage. Et le vrai gain que nous avons fait sur 2 ans se situe ici. Dans le fond, c'est vers la fin de l'année, alors que la guerre commerciale, dans le fond, a eu un certain apaisement ou, disons, une première phase là, de règlement. Les taux d'intérêt ou la politique monétaire des banques centrales jouent un grand rôle sur les marchés financiers. Alors, on a vu que la fin 2018, et c'est ce qui avait provoqué la baisse des marchés, on avait une Réserve fédérale américaine qui nous disait on va augmenter les taux d'intérêt en 2019. Suite à la forte réaction négative des marchés, ils se sont ravisés. Donc, non seulement on n'a pas monté les taux en 2019, on les a même diminués. Et on voit ici, dans le fond, le resserrement monétaire qui est passé à de la stimulation monétaire. Et ça, c'est quand même beaucoup, en bon québécois, c'est beaucoup de gaz dans l'économie. Et c'est ce qui fait que les marchés ça a été perçu positivement. Je vous parlais que les taux d'intérêt avaient baissé en 2019. Alors, on le voit ici. On avait une obligation américaine en début 2019 qui rapportait tout près de 3,3 %. Et dans le creux qu'on a connu l'automne, on est descendu environ à 1,5 %. Donc, encore une fois, baisse de taux assez importante, là, de 1,5 %, surtout quand on part juste de 3,30 %, c'est assez significatif. Et on a vu que, suite à l'apaisement de la guerre commerciale, on a vu les taux d'intérêt réaugmenter. Et là, récemment, j'étais en janvier 2020, on a vu que les taux ont rebaissé avec les craintes là, du coronavirus. Alors, on y reviendra, mais encore une fois, quand l'économie va bien, les taux d'intérêt ont une tendance plus haussière. Et lorsqu'on a des craintes ou d'un ralentissement ou dans le fond, une crainte de récession, on sait que les taux d'intérêt à ce moment-là diminuent. Quand on regarde tous ces chiffres-là un peu plus en détail, on voit que le marché obligataire, pour commencer, on voit que, je vous parlais de la performance d'à peu près 7 %, mais quand on la met un peu en perspective, on voit qu'en 2018, elle avait été que de simplement 1,4 %. Donc, prises ensemble, les 2 dernières années, les obligations ont donné à peu près du 8 %, ce qui fait 4 % par année. Alors, il n'y a rien d'anormal quand on regarde ça sur une base, dans le fond, avec un peu plus de perspective. Et on voit que lorsque je vous mentionnais qu'à l'automne, les taux d'intérêt ont recommencé à augmenter, alors on voit l'impact négatif immédiatement qui s'est fait sur les obligations. On parle d'une baisse d'à peu près 1 % durant l'automne. Et plus mes obligations sont à long terme, naturellement, plus l'effet de levier est important. Et on parle donc que les obligations à long terme ont baissé de 2 % quant à elles. Marché boursier maintenant, pour regarder un peu la même photo. Marché boursier canadien, tout près de 23 %. Mise en perspective avec la baisse que nous avions connue de -9 en 2018. Donc, on parle à peu près de 14 % de hausse
sur 2 ans, c'est du 7 par année. Pourquoi je me prends la peine de vous le donner sur 2 ans? C'est parce que des fois, si on regarde de façon absolue, on dit hey, c'est une superbe de bonne année, est-ce que les marchés vont corriger parce qu'il y a un petit peu d'excès? Mais encore une fois, de faire une moyenne de 7 sur 2 ans, c'est même en dessous de la norme. Et quand on regarde le marché boursier américain, lui, il y a vraiment une surperformance depuis 2 ans. Quand on ramène ça pour un investisseur canadien, le marché a fait à peu près 25, avait fait 4 en 2018. Donc là, on parle d'un gain de 28 sur 2 ans, du 14 par année. Là, c'est une surperformance par rapport à ce qu'on était habitué dans le passé. Au niveau des marchés internationaux, un peu le même principe que le marché canadien. Donc oui, cette année, à peu près 16. Avec le moins 6 qu'on a connu en 2018, on parle d'une performance cumulative de 10 sur 2 ans. Ça fait du 5 par année. Donc, c'est de la sous-performance par rapport à ce que les marchés nous ont donné dans le passé. On a eu beaucoup, et c'est un peu normal en fin de cycle, beaucoup de choses souvent vont être spéculatives. On a parlé de titres de marijuana. Alors, on dit des fois que les titres ont été dopés. Le Service de la santé a été dopé par ces titres-là. Et lorsqu'on les regroupe au complet, tous les titres de marijuana en Amérique du Nord, puis on regarde la performance de tout ça depuis 3 ans, bien, on peut encore une fois faire le constat que ça a été une bulle très spéculative et qu'on est revenu à peu près au même niveau qu'on était, ce qui fait que le rendement depuis 3 ans de ces titres-là est une moyenne de 3 %. Oui, c'est sûr que si j'ai embarqué pendant que ça montait, j'aurais pu faire de l'argent, mais c'est pas toujours facile de réussir à faire cette vague-là parce que c'est pas du fondamental et d'éviter la baisse par la suite. Alors, je vous rappelle que ces titres-là, naturellement, ne cadrent pas dans les évaluations ou dans le tamisage des critères que nous avons, parce que généralement, c'est des compagnies qui font même pas encore d'argent. On les évalue même pas selon les profits. On parle de multiples des ventes. Alors, c'est ce qui fait que, encore une autre leçon, qui fait que c'est important d'éviter des titres qui n'ont pas un fondamental qui est, dans le fond, qui permet de justifier les différentes évaluations. Au niveau de la technologie, un bref rappel pour également se dire que en 2019, le secteur technologique américain a fait 50 % de rendement. Et dans ça, il y a quand même du fondamental. Si on recule depuis 40 ans, on voit le pourcentage des dépenses des entreprises qui sont allouées, par exemple, aux technologies de l'information, au secteur technologique, dans le fond, dans l'entreprise. Et on voit que le pourcentage est passé de 25 % des dépenses à tout près de 50 %. Donc, il y a une vague de fond, on parle d'une révolution technologique, c'est vrai, on veut augmenter la productivité, le AI qui également prend beaucoup d'ampleur, l'intelligence artificielle. Et durant cette même période-là, on voit que les dépenses des entreprises dans la brique et le mortier, dans le fond, ont été contrebalancées et pour revenir à peu près à un niveau, d'égalité entre les deux. Alors, somme toute, ce qui est important de dire, c'est que ça reste qu'avec une performance de plus de 50 %, on peut pas faire ça annuellement tout le temps. Alors, c'est ce qui fait qu'on se ramasse avec des titres qui sont très bien évalués à l'heure actuelle. Ce n'est pas que c'est pas des belles sociétés, juste que les investisseurs sont prêts à payer peut-être un multiple trop élevé pour ces belles entreprises-là. Et quand on regarde justement les Apple, Microsoft, Google de ce monde, on évalue ici leur surperformance par rapport au marché boursier américain qui, lui, avait déjà bien été. On parle de 20 % de plus que l'ensemble du marché. Alors, quand tu t'appelles Apple puis que tu vois à peu près 1400 milliards augmenter encore de 10 % par année, on parle de créer 140 milliards de richesses additionnelles. Les mathématiques, là, comme on dit, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Là. Il y aura des limites à ces modèles-là. Donc, ces montagnes russes-là, quand on veut un peu expliquer ce qui s'est passé depuis les 2 dernières années, c'est sûr qu'on jette un peu un œil sur ce qui s'est passé au niveau du ralentissement de l'économie. On va également regarder la guerre commerciale et également les tensions géopolitiques. Alors, au niveau de l'économie, on avait atteint un pic de notre cycle actuel en 2017, après à peu près autour de 9 ans qu'on était ici. Et là, naturellement, le ralentissement a commencé à se faire sentir, accéléré aussi par, naturellement, la guerre commerciale, qui fait que les perspectives étaient de plus en plus baissières. Pour pallier à ça, qu'est-ce que nos banques centrales ont fait? On a stimulé. Pour compenser les mesures de la guerre commerciale, on a donc baissé les taux d'intérêt de façon beaucoup plus agressive que si ça n'avait pas été le cas. On a fait de la stimulation également fiscale dans différents pays. Et là, c'est comme si on a mis, en bon québécois, des bûches dans le poêle qui ne réchauffe pas l'ambiance immédiatement, mais qu'après 9 à 12 mois dans l'économie, ça commence à prendre place. Et c'est ce qui fait qu'on voit actuellement qu'il y a un certain rebond qui est en train de se créer, qu'on va être capable probablement de confirmer au cours des prochains mois.
Par rapport à la guerre commerciale, beaucoup d'informations là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on vient de vivre actuellement avec la phase 1, c'est pas qu'on a rebaissé les tarifs, c'est qu'on a arrêté les augmentations qui étaient prévues d'avoir encore en décembre. Alors, on voit ici un peu ce qui était prévu en termes de croissance ou de pourcentage de tarifs. Et ça, c'était ce qui était prévu et c'est ce qui, dans le fond, va demeurer. Donc, encore une fois, on le voit ici au niveau des milliards qui sont rentrés dans les poches du gouvernement américain. Alors, on voit encore une fois que les milliards devaient être encore plus élevés que ça. Et là, on est un peu dans une trêve et je vous dirais que le diable va être dans les détails. Ça va être en fonction de ce qui va se passer pour la phase 2 qui va être important à surveiller. Et naturellement, ça va se faire après l'élection parce qu'on n'a pas envie, on veut savourer encore cette semble-t-il, victoire là, de la part de M. Trump. Au niveau des tensions géopolitiques, je vous rappelle que M. Trump est arrivé en 2016. On n'est pas surpris de voir que depuis ce temps-là, les tensions géopolitiques ont été vraiment là, à la hausse. Mais tout récemment, on commence à sentir un certain apaisement, même si ça demeure relativement assez élevé. Alors, on a un Brexit qui se négocie, qui ne se terminera pas à la dure. Ce ne sera pas un divorce là, difficile. Ça va être un divorce à négocier, mais peut-être pas si difficile qu'on aurait pu l'anticiper. Les risques de récession diminuent avec l'ensemble des mesures de stimulation. Bon, encore une fois, la guerre commerciale. Ce qui reste vraiment comme gros risque géopolitique, selon nous, en 2020, eh bien, c'est naturellement l'élection américaine. Alors ça, on va en reparler un peu plus loin, mais on a quand même un certain apaisement qui a plu au marché. Si on fait maintenant un petit peu un tour de la planète en termes géographiques, alors on voit d'abord qu'au Canada, l'économie vivote actuellement. On est quand même sur une pente baissière quand on regarde autant au niveau du secteur manufacturier que même au niveau des ventes des grossistes. Alors ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est un peu plus difficile. Une des choses positives qu'on vit, c'est que par rapport à l'ensemble des pays du G10, on voit actuellement, on a la meilleure performance en termes de croissance démographique. Alors ça, c'est un plus là, dans un marché de rareté de main-d'œuvre. Ça, on s'en réjouit. Le côté négatif de ça, c'est que ça pousse le prix de l'immobilier canadien à des niveaux très élevés. Alors, peu importe les mesures qu'on va choisir, le marché immobilier canadien actuellement est le plus dispendieux de la planète. Pas en termes de dollars, mais en termes de proportion. Quand on regarde la proportion du prix des maisons par rapport au loyer, ou qu'on regarde par rapport à le prix par rapport aux revenus, donc c'est quoi le pourcentage qu'un ménage va allouer aux dépenses de la résidence, on est rendu à des niveaux qui sont parmi les plus chers. Alors, mettez ça dans le visage d'un Américain ou d'un joueur international qui veut investir au Canada, c'est pas très alléchant. Un immobilier qui est très cher, il y a un risque, aussitôt que les taux d'intérêt vont augmenter, le levier va avoir un impact un peu plus négatif. Et également, on sait qu'au niveau des ressources naturelles, on est à un creux générationnel actuellement. Donc, le prix du pétrole est très peu dispendieux, on a de la misère à le sortir. Alors, tout ça fait que il n'y a pas beaucoup d'entrées de capitaux étrangers actuellement qui arrivent au Canada par rapport à ce qu'on voit dans les trimestres. Je vous amène aux États-Unis, toujours un petit rappel pour se dire que lorsqu'on décortique l'économie américaine, lorsqu'on prend 100 $ de PIB américain, le 2/3 est explicable par ce que vont faire les consommateurs. Donc, une économie de grande consommation, on le voit ici, là, tout près de 70 %. Donc, c'est important de se poser la question, quand on fait nos analyses, comment se comporte le consommateur? Est-ce qu'il a confiance dans sa situation financière et naturellement dans son emploi et ainsi de suite? C'est ce qui va nous donner un peu là, un petit peu, là, dans le fond, une visibilité par rapport à son comportement de consommateur. Et on regarde deux mesures. L'endettement des ménages, en fait, par rapport à leur PIB. Alors, on se souvient de la crise immobilière qui leur a vraiment fait peur. Et depuis ce temps-là, on est demeuré encore une fois avec un endettement proportionnellement qui est en diminution. Donc, bonne nouvelle par rapport à ça. Et lorsque je regarde également, c'est quoi dans le budget d'un consommateur le service de la dette, le pourcentage qui s'en va pour payer l'ensemble de son capital, son intérêt de ses dettes hypothécaires ou de consommation. Et encore une fois, on voit des niveaux qui sont tout à fait raisonnables. Donc, j'ai un consommateur américain actuellement qui est en bonne santé. Mais, encore une fois, quand ça fait un certain temps, on regarde ici en noir la fluctuation du chômage et vous avez en gris les défauts sur les cartes de crédit.
Alors, on se rend compte que cet indicateur-là, des fois, vous nous donnez un petit peu d'avance qu'est-ce qui s'en vient par rapport aux consommateurs. On voit, par exemple, que alors que le chômage est encore en train de diminuer ici, les dettes ou les défauts de carte de crédit avaient commencé à augmenter, puis pas longtemps après, le chômage a suivi par la suite. Et on est un petit peu à cette croisée des chemins-là à l'heure actuelle. On voit que le chômage demeure relativement très bas et là, on a commencé à avoir certains défauts. Alors, encore une fois, on va regarder différentes choses, mais c'est quelque chose qu'on aime porter attention. Là. On n'est pas dans un grand ciel bleu actuellement par rapport à cet aspect-là. Ce que M. Trump, actuellement, on sait que M. Trump, il y a un fort taux d'approbation par rapport à ce qu'il fait dans l'économie, peut-être moins pour le reste. Mais lorsqu'on décortique ce qu'il a fait, en réalité, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, parce qu'en arrivant, on a eu des bonnes baisses d'impôts. Donc, on voit que ces politiques ont amené une surperformance du PIB américain pendant les 2 premières années. Mais lorsqu'on calcule le coût du protectionnisme, de ces politiques d'immigration et également dans la guerre commerciale qui fait que c'est les consommateurs ou les ménages qui ont payé ces factures-là, alors on voit que c'est venu enlever pratiquement toute la stimulation qu'on avait eue. Et ce qui est, encore une fois, un peu difficile je dirais, à réaliser ou à imaginer à l'heure actuelle, c'est que dans cette économie-là, qui est quand même rendue à une 10e année, de faire encore des déficits budgétaires aussi importants, qui sont causés un peu par certaines politiques qui ont été mises en place. Surtout que c'est les républicains qui sont supposément les chiens de garde dans le fond du budget. Alors, de faire des déficits comme ça, incontrôlés, avant une récession éventuelle, donc on parle de 1000 milliards, tantôt, il y a des investisseurs qui vont se poser des questions parce que le cumul de ces déficits-là accumule de la dette. Et là, on voit que la dette a vraiment eu une certaine croissance. Et est-ce que les investisseurs vont accepter pendant longtemps de dire aux Américains, OK, c'est pas grave, je suis prêt à te prêter pour 10 ans à du 1,5 à du 1,75 alors que la dette augmente quand même de façon importante? Question à se poser et on verra la suite. Alors ça, c'est pas un problème à court terme, mais à moyen et long terme, ça va nous rattraper. Et donc, il y aura certaines mesures qui devront être prises. Est-ce qu'on s'en va vers des hausses de taxes ou d'impôts? On sait que les Américains ont une très grande marge de manœuvre pour le faire. Il n'y a pas de taxe fédérale. On met une taxe fédérale tout simplement pour régler tout le problème, mais en même temps, c'est pas dans leur philosophie de mettre beaucoup de taxes et d'impôts. Donc ça, vraiment, là, c'est à suivre. Je vous amène en Europe. Alors, on suit les bonnes surprises économiques et les moins bonnes. Dans le fond, on définit ça comme étant ce qui va nous surprendre positivement à la hausse. Alors, on pense avoir un chômage qui arrive à 5 %. Les données nous arrivent à 4 %. Ça, c'est une surprise qui est positive. Plus on a de surprises positives comme ça fait généralement, c'est un signe que l'économie va s'améliorer plus qu'anticipé. Naturellement, l'inverse est vrai. Et là, on vient de sortir d'une période qui était quand même assez difficile. On a eu un bon début, une bonne fin 2019. Là, pour l'instant, on est quand même assez au neutre, donc il n'y a pas de grande tendance. Mais on commence à avoir ce qu'on appelle, nous, des petites pousses vertes là, quand on regarde certains secteurs. Quand on regarde le manufacturier en Europe, je vous rappelle que l'Allemagne demeure la locomotive, surtout au niveau des exportations. Et on voit qu'encore une fois, un peu comme on le voyait initialement, on commence à avoir une stabilité qui commence à s'installer en Europe. On parle même de stimulation budgétaire, ce que Mme Merkel nous avait jamais dit là, au cours des 10 dernières années. On regarde le nombre de voitures, la production et les achats de voitures. On parle d'une hausse de presque 20 % qui est actuellement en cours. La confiance des investisseurs également qui est en train de reprendre. Donc ça, c'est toutes des bonnes nouvelles qui sont dans le système et qui vont nous aider. Je vous amène maintenant en Chine. Alors, en Chine, on voit qu'on n'est pas surpris de voir que les exportations ont été difficiles. Hein. On a une baisse de presque 5 % par rapport à ce qu'on avait. Puis, c'est carrément la guerre commerciale qui amène tout ça. Mais même les importations, qui dépendent un peu de la santé financière des Chinois, des consommateurs, alors, avec un chômage là-bas qui a augmenté par rapport à toutes ces mesures-là, fait que c'est un peu plus difficile à l'heure actuelle. Les Chinois, depuis plusieurs années, alors qu'il y avait un taux de croissance de leur économie d'à peu près 10 %, alors que nous, on vit à peu près du 2 %. On est content de faire du 2,5 %. Donc, ça roulait à du 10 %. Ils nous ont toujours dit, c'est pas grave, on va attendre. Puis nous, notre cible, c'est de ramener ça à peu près autour de 7 %. Alors, on voit qu'ils n'ont pas le contrôle aussi facilement que ça. On est bien en bas des 6. Les chiffres, le chiffre officiel, on parle à peu près 6 à 6,5 que les Chinois nous disent, mais on sait que ces chiffres-là sont exagérés. Quand on regarde, par exemple, on fait le parallèle avec leur production d'électricité.
Alors ça, on a quand même les chiffres de façon assez certaine. Puis on regarde par rapport à leur PIB, bien, actuellement, il y a un disconnect, là. Ils nous disent des chiffres beaucoup plus élevés. Donc, encore une fois, c'est ce qui fait que la demande pour nos ressources naturelles, avec une Chine qui est en ralentissement de sa croissance, c'est ce qu'on constate depuis quand même quelques années et on pense que ça va durer. Les Chinois avaient fait s'étaient beaucoup endettés au cours des dernières années. Et puis, depuis 2 ans, le gouvernement chinois nous est arrivé avec un discours que, OK, on réalise qu'on a de la dette là, quand on calcule l'ensemble de la dette gouvernementale et on additionne aussi la dette des différentes provinces. Et nous a dit, bon, OK, on fait le ménage un peu dans ça, on va augmenter les taux d'intérêt, on va augmenter les restrictions au niveau du secteur bancaire pour que ça soit plus difficile d'avoir un prêt, dans le fond. Et avec l'arrivée de la guerre commerciale, on oublie tout ça, on fait un virage carrément à 180 degrés et on recommence à stimuler l'économie pour compenser ce qui s'est passé. Alors, ces mesures-là, c'est vraiment des baisses de taux d'intérêt. On a diminué les critères, encore une fois, dans les banques pour le crédit. Et c'est ce qui fait qu'on commence à voir déjà de la stimulation qui nous arrive. Là. Quand on regarde un peu l'Asie émergente, on voit déjà que ces effets-là commencent à avoir des côtés positifs et on va être capable de voir que ça va affecter positivement l'économie en 2020. Alors, c'est un peu le résumé qu'on voulait vous faire part de ce qui a retenu notre attention au cours des dernières semaines. Comme je vous le mentionnais en introduction, on vous revient à peu près d'ici une semaine avec notre positionnement des portefeuilles pour 2020 en fonction de nos perspectives. Alors, en espérant que cette capsule vous a plu, au plaisir et bonne fin de journée.